Comment augmenter son CA en devenant un expert de la négociation? Pour répondre à cette question, j'invite dans cet épisode Vincent François, ex-négociateur du GIGN et aujourd'hui coach formateur en négociation. Avec Vincent, on va voir que les négociations sensibles représentent une perte de CA conséquente si on ne maîtrise pas les arcanes de la négociation. On verra que le problème repose souvent sur un manque d'adaptation à la situation et aux enjeux. En effet, la routine et les habitudes tuent ou réduisent les chances de réussite. Vous allez voir les différents leviers de réussite d'une négociation. L'organisation, la méthode, le comportement sont autant de facteurs qui font que vous allez réussir votre négociation. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à contacter Vincent à la fin de cet épisode. Il pourra vous former aux méthodes de négociation extrêmes, notamment en utilisant notre outil Vive qui permet d'enregistrer, d'analyser et de débriefer vos entretiens de négociation. À ce sujet, nous sommes dans une phase de levée de fonds, donc n'hésitez pas à rentrer en communication avec moi si vous êtes investisseur ou si vous en connaissez. Bon épisode à tous! Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent François. Vincent, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors Vincent, comme tous les invités, est-ce que tu peux te présenter, nous présenter ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui? Alors, je suis négociateur professionnel et fondateur du cabinet de conseil Semionego, spécialisé dans les négociations sensibles. Et auparavant, j'ai exercé pendant plus de 10 ans comme négociateur au GIGN, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. D'accord, écoute, la présentation est succincte mais efficace. C'est vrai on a souvent, enfin moi j'ai cette image un peu des films du GIGN qui négocient avec des preneurs d'otages par exemple. Donc j'imagine que c'est une expérience hyper enrichissante. Donc tu vas nous donner un peu des coulisses j'imagine, de ce que tu as vécu. Est-ce que c'est déjà, première question, est-ce que c'est comme dans les films ou c'est différent quand même? Alors, tout dépend des films que l'on peut prendre en référence. Si nous prenons des références américaines, c'est relativement éloigné, puisqu'il y a toujours un travestissement, on va dire, de la réalité. Certains films français peuvent être assez proches. Toutefois, de par les besoins de l'industrie du cinéma, le négociateur est souvent représenté comme étant seul, alors qu'en fait, c'est un réel travail d'équipe. C'est un travail d'équipe pour mener une négociation complexe, sensible ou de crise, comme j'ai pu le faire. Nous ne pouvons pas le faire seuls. D'accord. Et c'est quelque chose que l'on peut appliquer à la vente, j'imagine? Tout à fait. Et c'est un des piliers de la réussite d'une négociation que j'essaie de transmettre aux entreprises que j'accompagne depuis maintenant 8 ans, notamment en matière de performance commerciale. C'est justement cette organisation. Quelle organisation nous pouvons mettre en place pour augmenter le niveau de performance? Voilà, donc vous l'avez compris, c'est le sujet du jour, c'est comment la négociation peut être un levier de performance. Donc c'est toi qui as choisi ce sujet, Vincent. Pourquoi tu as choisi ce sujet? Parce que c'est mon quotidien. C'est mon quotidien désormais. Depuis 9 ans, j'ai créé donc mon cabinet Semionego et donc j'accompagne en majeure partie des directions commerciales pour augmenter leurs gains tout simplement. En jouant sur ces négociations dites difficiles pour différents facteurs pour augmenter leur chiffre d'affaires ou leur marge. Ouais, donc là, toi, tu t'es vraiment spécialisé sur ce créneau-là et on le comprend, vu que tu as été négociateur, ça a vraiment été ton métier. Alors, non pas sur la vente, mais sur la gendarmerie. Euh, du coup, l'objet du podcast, c'est de donner des conseils aux auditeurs donc sur cette négociation. Donc, on va pas parler de prospection, on l'a fait dans plein d'épisodes. C'est vraiment, ok, tu as un prospect avec qui est intéressé pour travailler avec toi.
et tu vas à un moment donné rentrer dans une négociation. Euh, on se rend compte, et on en a parlé un peu en off, c'est que la négociation, finalement, c'est un peu comme tout, ça se travaille, on peut s'entraîner à la négociation. Et si on loupe un peu cette étape-là, eh ben on va perdre des ventes. Toi, qu'est-ce quand tu as un client qui te dit, qui t'appelle et qui te dit, voilà, je vais te former à la négociation, c'est quoi un peu les premières étapes, les premiers conseils que tu vas donner avant de rentrer dans le vif du sujet? Voilà, quelles sont les premières choses sur lesquelles tu vas travailler? Alors, euh, tout le monde sait négocier. Tout le monde négocie tout le temps. Et comme je le dis bien aux personnes que j'accompagne, dans 85% des cas, elles n'ont pas besoin de moi. Elles font très bien leur travail. J'interviens simplement sur ces négociations dites sensibles ou difficiles. Parce qu'il y a une pression particulière, parce qu'il y a un enjeu particulier, ou alors parce que les personnes avec qui elles négocient sont des personnes dites difficiles ou des personnalités difficiles. Et du coup, la relation, la négociation va se tendre. Et elle va se jouer sur un détail. Et c'est ça, en fait, c'est réduire le risque ou alors optimiser nos chances de réussite parce que ce sont des dossiers à fort enjeu. Donc, je pars du principe, et ça peut aussi passer par un premier audit de niveau de négociation, voir où ils en sont en matière de négociation. Quelquefois, le niveau dans l'équipe est homogène, voire totalement hétérogène. Donc, c'est voir où ils en sont, faire un benchmarking des pratiques, et puis faire un premier état des lieux avec elles pour pouvoir parler le même langage et avoir les mêmes bases de discussion. D'accord. Juste pour avoir une idée un peu du contexte de tes clients, c'est souvent plutôt des grosses entreprises qui font appel à toi ou pas forcément? Alors ça peut être, en règle générale, ce sont des grosses entreprises, euh, mais j'ai aussi des startups qui viennent vers moi parce qu'il y a un côté innovant, il y a un côté disruptif qui convient totalement à leur population. Voilà, je passe beaucoup par le jeu, la mise en situation, le déséquilibre, et généralement les populations commerciales aiment être challengées sur ce côté-là. Donc, je peux avoir aussi des petites entreprises que j'accompagne sur le long cours, alors que les grosses entreprises, ça peut être simplement sur 1 ou 2 journées de formation. Et là, on est plus dans la structuration de l'équipe de vente, en fait. D'accord. Alors, ça m'intéresse de savoir, souvent dans ce podcast, les invités que j'invite me disent que les commerciaux dans les entreprises ne maîtrisent pas forcément tous les fondamentaux de la vente. Est-ce que toi, tu vois, quand tu vas voir dans les entreprises tes clients, un manque sur la partie négociation, ou finalement tu trouves que c'est quand même bien maîtrisé et comme tu l'as dit, tu vas travailler sur des détails. C'est quoi un peu ton état des lieux? Alors, il va y avoir des personnes qui sont amenées à négocier, qui n'ont pas eu forcément un cursus dans la partie commerciale, hein, dans le cycle, on va dire, classique des directions commerciales. Dans ce cas-là, elles ont plus une connaissance technique du produit, mais elles n'ont pas eu forcément une formation à part entière, et elles font de la négociation par empirisme. Donc, structurer et qu'elles prennent conscience de ce qu'elles font et pourquoi elles le font, ça va être un grand pas pour elles pour s'asseoir sur une base solide en négociation. Ensuite, les personnes qui pratiquent la négociation depuis de longues années, euh, je pars plus que c'est une remise en question, un check-up des fondamentaux de la négociation qu'elles peuvent oublier à certains moments. Voilà. C'est repartir en se disant, OK, qu'est-ce que je fais bien? Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Parce que je l'ai appris, mais ça fait très longtemps et désormais, je ne fais plus attention à ces fondamentaux et je veux aller quelquefois trop vite. Ouais, c'est un peu comme quand on conduit une voiture depuis très longtemps, qu'on fait le même trajet, on en parlait un peu en off, c'est que souvent les habitudes, la routine, finalement, ça peut réduire à un moment donné tes chances de conclure, parce que Exact. tu fais plus tellement attention à ce que tu fais.
Exactement, c'est exactement ça. C'est parce que c'est un dossier sensible, je pense que je vais pouvoir reproduire ce que je fais habituellement, ma routine habituelle. Et en D'accord. l'occurrence, le dossier est différent. Donc, ça aussi, c'est une de mes approches et de ma différenciation. Je pars du principe qu'une négo est unique. Il y a une unicité de temps, de lieu et de personne. Donc, même si ça peut, si c'est le même produit que je vends, je ne vais pas pouvoir forcément reproduire la même stratégie de négociation. Et c'est se poser la question en quoi cette négociation est différente de la dernière. Ouais. Et donc on va rentrer dans le vif du sujet, si tu veux bien, Vincent. Du coup, pour réussir une négociation, comment on fait? Alors, moi, je pars du principe qu'il y a trois piliers pour réussir une négociation. Ça va être le premier, l'organisation. L'organisation dans la négociation, eh bien, c'est qui fait quoi à quel moment. Quelquefois, le commercial mène son dossier et puis le directeur commercial va intervenir. C'est toujours se poser la question pourquoi il intervient à ce moment-là, quelle est sa plus-value et quel est l'objectif de son intervention. Est-ce que ça va décrédibiliser avantage, inconvénient de son intervention ou d'une autre personne. Donc, définir les rôles et puis les périmètres de chacun dans cette négociation va être extrêmement important, en évaluant systématiquement le pour et le contre. Avantage, inconvénient de faire à ce moment-là de la négociation. Donc, c'est vraiment définir les rôles. Et puis, si la personne négocie seule, parce que c'est souvent le cas en entreprise, euh, à qui à qui elle peut faire part de l'avancée de la négociation, et puis avoir une sorte de superviseur, de telle sorte à prendre du recul sur la négociation et quelqu'un qui puisse le décaler, parce qu'il y a une forme de subjectivité qui va s'introduire dans ce processus de négociation. Donc c'est bien de redonner de l'objectivité à la négo dans quelque chose de subjectif. Ouais. Alors c'est marrant parce que cette notion d'objectivité, d'avoir un superviseur, finalement, j'en parle souvent dans ce podcast, c'est-à-dire que ce soit de la négo, voire même un appel à froid ou des rendez-vous de découverte, avoir un regard extérieur, un troisième regard qui débriefe un peu ce que l'on a fait, c'est sans doute le meilleur moyen de progresser. Et toi, Complètement. tu l'as appliqué, j'imagine, avec le GIGN, c'est-à-dire que quand tu négocies, tu as un superviseur aussi? Systématiquement, systématiquement. D'accord, Alors on peut l'appeler autrement, hein, mais nous ne sommes jamais seuls, jamais. d'accord. Donc, Oui, non, euh, c'est pas le chevalier blanc qui a quelqu'un au bout du fil et qui doit se débrouiller tout seul. C'est vraiment un travail collectif. c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe et il y a une personne qui va porter la voie de la négociation, mais derrière, il y a une équipe qui l'aide à construire cela et à le soutenir. Voilà. Donc il y a cette D'accord, notion de soutien. Et plus l'équipe sera organisée, plus l'équipe sera habituée à travailler ensemble, plus elle sera capable de résister aux tensions durant cette négociation. Donc ça, c'est le premier levier, l'organisation. Le deuxième levier, c'est la méthode. Quelle méthode j'utilise ou quelle méthode l'équipe utilise, parce qu'avoir une harmonie des pratiques, c'est quand même mieux, notamment au niveau de la préparation, au niveau du processus de négociation, où nous en sommes. Donc là, c'est vraiment la méthode utilisée. Et puis le dernier levier de réussite d'une négociation, pour moi, c'est le comportement. Donc c'est le comportement et c'est vraiment le qu'est-ce que je mets en quel comportement je mets en adéquation par rapport à mon objectif. Voilà. Pourquoi je vais faire cela. Et là, ça demande, comme tu l'as dit, comme tu le répètes très fréquemment, de l'entraînement. De l'entraînement et prendre conscience de notre façon de nous comporter, de façon de réagir face à d'autres personnes ou au cours d'une négociation. d'accord. Alors, tu as dit plusieurs choses. Si tu veux bien, on va revenir un peu en arrière. Par exemple, sur la méthode. Euh, c'est quand tu dis la méthode, est-ce que tu peux détailler un peu plus? C'est la méthode de vente, c'est ça? Alors,
Je vais différencier parce que j'ai entendu des méthodes comme MEDIC où c'est quelque chose de très formaté. Alors, dans la méthode de négociation, ça va être, moi, je vais plus aborder le processus de négociation. Le processus de négociation, c'est-à-dire où j'en suis dans l'évolution de ma négociation. Alors, moi, j'ai un acronyme qui me permet de voir où j'en suis. J'ai pris celui de ELITE, d'accord, en référence au GIGN, unité d'élite, avec la première étape, c'est l'évaluation de la situation, avec tous les indicateurs que je vais avoir. L'évaluation de la situation avec la faisabilité, pas la faisabilité, les zones de pouvoir, les enjeux, etc. La préparation également est dans cette évaluation. Donc préparation de mon contact, qu'est-ce que je vais dire, pourquoi je vais dire, quelle stratégie j'utilise, comment je l'aborde, la préparation de mon discours, voire la répétition de mon discours, pour bien maîtriser et enlever tous les tics de langage ou les scories ou le stress initial qui peut faire face, qui peut apparaître lors du début du run de négociation. Donc ça, c'est dans la partie évaluation, préparation. L'étape 1 en cours de négociation, pour moi, c'est la création du lien de confiance. C'est-à-dire, avant d'aborder le fond de mon dossier, je dois d'abord gagner la confiance de l'interlocuteur. C'est ce que j'appelle passer d'intrus à référent. Voilà. Okay. Donc, c'est la négociation de la relation avant la négociation du dossier. Ça, c'est le L de élite. Ensuite, donc, L pour le lien de confiance, simplement, c'est ça? Exactement. Est-ce que tu as, excuse-moi, je te coupe, est-ce que tu as un ou deux conseils pour concrètement comment tu crées un lien de confiance? Tu essayes de montrer que tu as une expertise, comment tu fais? Alors j'imagine à chaque client, chaque situation c'est différent, mais est-ce que tu as des petites méthodes là-dessus? La méthode, elle est relativement simple. Écoutez vos clients. L'écoute, la découverte. Le fait d'écouter vos clients, le fait de laisser parler vos clients vont avoir plusieurs bénéfices. Le premier, c'est obtenir du renseignement. Le renseignement, ça veut dire connaître son cadre de référence, connaître ses besoins, questionner ses besoins avant de parler de vos produits. Ça va être tout ce qui est renseignement factuel, d'accord, voir quels sont ses points de douleur, ses pains. Et puis ensuite, le fait de faire parler une personne, eh bien, ça va lui donner de l'importance. Donc là, nous sommes sur un levier psychologique, c'est-à-dire que je vais renarcissiser la personne. Je lui donne de l'importance. C'est vrai que ça a été prouvé scientifiquement, quand les gens parlent d'eux, ils sécrètent des endomorphines. Ouais. Voilà. Donc, il faut que les commerciaux apprennent à maîtriser le silence, ou se rappellent que le silence est une arme de destruction massive. Voilà. Et en posant les bonnes questions et en faisant des bonnes reformulations. Donc, faites parler vos clients. C'est pas forcément évident hein, de jouer du silence en rendez-vous. C'est-à-dire de laisser un blanc, de ne pas tout de suite renchérir sur ce que vient de dire le prospect. C'est quelque chose vraiment à tester et vous pouvez avoir des bonnes surprises, mais au début, c'est d'où l'entraînement en fait. Exactement. Et ça part souvent d'un bon sentiment. Les gens écoutent souvent pour résoudre la situation au lieu d'écouter pour comprendre. Ouais. Et on va tout de suite à la solution. Le plus souvent, c'est vraiment aller trop rapidement à la situation, à la solution. Donc, il faut plus séquencer et puis créer cette relation de telle sorte à laisser la personne parler d'elle, parler de ses besoins, parler de ses difficultés, parler de ses réussites à certains moments aussi. Nous sommes là en phase de construction de la relation. Ouais. Donc là, on est toujours dans le petit L de ta méthode élite, donc on construit un lien de confiance. Complètement. Et est-ce que tu peux nous expliquer du coup à quoi correspond le I, le T, le E de cette méthode? Le I, c'est le moment où je vais influencer, où je vais tenter de faire changer d'avis ou alors de faire adhérer la personne à ma solution. Parce que je l'ai respectée, parce que je l'ai écoutée, parce que je l'ai comprise, maintenant je vais pouvoir l'influencer. Donc,
euh, là, je remets au centre du village l'importance du questionnement. Et c'est grâce aux questions qu'on va pouvoir bousculer la personne adverse dans ses certitudes. D'accord ? Le faire monter d'un étage au niveau de sa réflexion. Et lui apporter éventuellement des pistes de réflexion que j'ai pu imaginer. D'accord ? Mais si je lui propose ces solutions ou ces pistes de réflexion trop tôt, elle ne les entendra pas, elle ne les écoutera Ouais. pas. Et là, je Donc, vous invite à écouter l'épisode sur les super pouvoirs des questions et comme ça, vous saurez comment poser les bonnes questions pour influencer la personne avec qui vous négociez. exactement. Le pouvoir du changement, quand moi je suis coach également à mes heures perdues, c'est grâce aux questions qu'on obtient les changements. C'est pas grâce aux affirmations. Donc c'est Ouais. comment poser les bonnes questions de telle sorte à emmener la personne sur une autre piste de réflexion. Donc ça c'est dans l'influence. Et puis ensuite vient la transformation ou le closing. Chez vous, dans le métier de commercial, c'est le closing, c'est la proposition de solution. Et là, c'est comment je construis ma stratégie pour closer la personne. Donc c'est bien une succession d'étapes dans le processus de négociation qui m'amène à closer. Et comment je vais faire cette proposition de closing de telle sorte à ce que la partie adverse se sente libre d'accepter ou non en toute connaissance de cause, ou le plus possible. Parce que je pars d'un principe, la soumission de l'autre entraîne souvent deux réactions, la rébellion ou la trahison à plus long terme. D'accord. Donc là, tu es en train de nous dire que pour closer, il faut que la personne se sente que finalement, elle gagne quelque chose, quoi. Exactement. Exactement. Il faut qu'elle ait l'impression de gagner quelque chose, autrement elle ne signera pas. Ou alors ça veut dire qu'elle signe sous contrainte. Et ça veut dire que soit elle va se rebeller et dire eh bien non, je ne le fais pas, ou alors si elle n'a pas le choix et que je lui ai tordu le bras pour cette signature ou pour ce contrat, la prochaine fois, elle va me trahir ou elle ira travailler ailleurs. En tout état de cause, ça nuira à ma réputation. Ouais. Et bon, là, là aussi, j'ai fait un épisode qui va sortir prochainement, effectivement, sur la vente douce, c'est-à-dire Hmm. effectivement comment accompagner plutôt que s'opposer à son client. D'accord, et il nous en reste une lettre, alors, qu'est-ce que ça va être? C'est l'expérience ou le retour d'expérience, c'est-à-dire pardon, la, capitaliser sur ce que je viens de vivre. C'est-à-dire ma négociation, qu'est-ce que j'en retire. Et là, c'est mettre en œuvre une organisation apprenante de telle sorte à pouvoir prendre du recul sur ce qui s'est passé. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas, qu'est-ce que je fais évoluer ou pas, et comment je peux le partager à l'ensemble des membres de mon organisation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle dans l'armée le REX ou le RETEX, le retour d'expérience qui est systématique après chaque mission et qui Ouais, fait l'art du débriefing, quoi. exactement, c'est exactement ça. Ouais, bah là aussi, je rabâche un peu ça aux auditeurs, mais le débriefing, c'est aussi un levier d'excellence. Plus vous débriefez, plus vous allez vous améliorer. Complètement. Et c'est aussi un levier de cohésion d'équipe. Levier Ouais, de cohésion d'équipe où les personnes font preuve d'humilité. Alors bien sûr, il faut une certaine maturité d'équipe, mais font preuve d'humilité et c'est la cohésion par l'humilité. Voilà. Et le partage en disant, bah, moi j'ai vécu ça, voilà comment ça s'est fait. C'est aussi le partage des réussites. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que c'est beaucoup plus difficile de débriefer un dossier couronné de succès qu'un échec. ouais. Parce que les personnes souvent n'acceptent pas les questions ou les remises en question, alors qu'elles ont obtenu un succès, qui des fois dépend de la chance. Donc c'est comment ne pas dépendre du facteur chance, ou le moins possible. Et toi, tu dis que donc débriefer un succès est moins évident qu'un échec. C'est intéressant. Oui, car souvent les personnes n'acceptent pas forcément les remises en question, alors elles ont Réussi. réussi, tout simplement. Ouais, très intéressant. Du coup, pour rappeler aux auditeurs, on a dit donc que les trois leviers pour réussir une négociation sont l'organisation, la méthode. Donc la méthode, tu nous as expliqué un peu cette Hmm. méthode élite
très intéressante. Et ensuite, tu as parlé du comportement. Est-ce que là, on peut peut-être détailler aussi le comportement, c'est-à-dire qu'il y a des comportements à adopter en négociation et puis aussi des comportements à éviter en négociation, j'imagine. Alors, effectivement, les comportements à, à éviter, il y en a. Mais c'est surtout prendre conscience de son comportement. Ça, c'est l'étape 1. Parce que le premier outil du négociateur, pour moi, c'est sa personnalité. Parce que c'est lui qui va porter le message. Et donc, du coup, il y a autant de façons de négocier que de négociateurs. Et il s'agit d'être congruent. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'authenticité et de congruence entre ce que je porte comme message et ce que je dégage. Et là, il faut être ce qu'on appelle aligné et donc avoir conscience de ça. Et là, il n'y a pas 50 solutions pour prendre conscience de ça. Eh bien, ce sont les entraînements vidéo, le training, répéter, et puis s'observer et débriefer. Et en cela, nous avons un point commun avec ton outil de débriefing et d'entraînement vidéo, c'est qu'au GIGN, 80% du temps est dédié à l'entraînement et 20%, on va dire, au travail, à la mission. Et le reste du temps, ben, on le passe à s'entraîner. C'est quasiment le même ratio que les sportifs qui s'entraînent, on va dire, ouais, 80-90% du temps et qui performent 10% sur le terrain. Mais finalement, ce ratio-là, on le retrouve pas tant que ça dans le business, où ben, les gens s'entraînent pas tant que ça. Ils vont tout de suite sur le terrain et puis on va dire qu'ils font leurs armes sur le terrain, donc c'est-à-dire en rendez-vous véritable. Et c'est pour ça aussi que souvent les commerciaux mettent 1 an, 2 ans à être efficaces. C'est que en fait la première année, comme ils s'entraînent sur le terrain, ben, ils closent pas et c'est en fait c'est souvent le problème chez les jeunes populations de commerciaux. Complètement. Et au travers du retour d'expérience, ça peut permettre d'avoir une formation continue ou un similé de formation continue dans leur progression. Le retour d'expérience ne sera valable dès lors qu'il se fait dans une ambiance bienveillante. Ouais. Et vraiment un jugement, on va dire, positif et une bienveillance collective. Si nous sommes là pour trouver des coupables ou des responsables, bien entendu, personne ne voudra participer à ces retours d'expérience. Ouais, c'est vrai que pour prendre mon cas, donc j'ai proposé mon outil d'analyse et de débriefing vidéo à des secteurs aussi un peu différents que juste la vente, par exemple les pompiers, l'armée. Et eux, très vite, m'expliquent un peu la puissance de la vidéo, mais aussi la puissance qui peut être négative si on va dans le jugement, la discrimination des personnes, et qu'un outil aussi puissant doit être effectivement fait de manière bienveillante. Et quand on pointe quelque chose de négatif, il faut pas dire que c'est négatif, il faut dire que c'est à corriger, à améliorer, parce que là, en fait, on joue sur des leviers de confiance en soi. Et si on dit à quelqu'un en lui montrant par image tout ce que tu fais, c'est de la merde, euh, et ça peut vraiment le détruire psychologiquement, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Donc tu nous dis sur le comportement, finalement, il faut prendre conscience de son comportement. La prise de conscience, c'est la première étape à l'amélioration. Oui. Et donc, avant d'être un bon négociateur, il faut, un peu comme disait Descartes, il faut se connaître. Il faut se connaître. Oui. Euh, Est-ce que là aussi, tu as quelque chose à ajouter sur la partie comportementale ou voilà, le message, c'est vraiment entraînez-vous, revoyez-vous et ça vous permettra d'avoir le bon comportement. alors, ça vous permettra d'améliorer en tout cas vos points forts, parce que je pense que si on performe, c'est sur ces points forts, comme dans le sport de haut niveau, et de réduire vos points négatifs ou vos points faibles. Et l'entraînement, alors si on ne peut pas s'entraîner en vidéo, au moins enregistrez-vous ponctuellement sur certaines négociations ou échanges. Moi, je dispense des conférences assez régulièrement, voire systématiquement. J'enregistre en audio mes conférences pour me réécouter derrière. Ouais. Alors, c'est un exercice qui est pas facile de se réécouter, mais si vraiment, voilà, vous avez du mal à vous auto-évaluer, et ben, passez par un coach. Moi, typiquement, on a un coach chez Vive
à qui je demande de revoir nos calls parce que je sais très bien que l'auto-évaluation, elle est pas facile hein, de se revoir et de se. Alors, soit on est trop dur avec Mmh. soi-même, ou soit on voit pas justement ce qui va pas. Exactement. Hem, Lorsque je fais des formations où je filme systématiquement, lors de ces formations, c'est aussi que les personnes, que les participants prennent conscience, des choses qu'elles mettent en place de façon implicite ou empirique et qui fonctionnent très bien et s'appuyer dessus et dire: «Bah, c'est super» et maintenant c'est de le faire de façon consciente ou dirigée. Oui, c'est de renforcer un comportement positif, quoi. Exactement. Et puis par contre de dire: «Ah là, est-ce que tu te rendais compte que tu avais ce type de réaction lorsque, ça devenait tendu? Non. D'accord. Est-ce que tu penses que c'est aidant? Non. C'est vrai que la personne de l'autre côté, elle peut réagir comme ça ou comme ça. Ah ouais, j'avais jamais pensé que mon intention était positive, mais que la partie adverse pouvait le prendre de façon négative. Et donc du coup, eh bien, engendrer, une tension de la relation». Voilà. Donc, c'est à partir de ces prises de conscience qu'il peut y avoir une évolution. S'il n'y a pas de prise de conscience, on ne peut pas aller vers le changement. D'accord, très bien. Bah, écoute, on va arriver bientôt à une trentaine de minutes d'interview. Est-ce que, avant qu'on passe aux questions de la fin, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur cette partie négociation, sur des conseils que tu aurais oublié de peut-être de transmettre Alors, à négociation tendue, à négociation sensible, à enjeu particulier, préparation particulière, organisation particulière. Voilà. Ne restez pas sur quelque chose de convenu. C'est-à-dire, posez-vous toujours la question, pourquoi nous nous organisons comme ça? C'est quoi les enjeux du dossier? Comment on peut faire pour réussir cet objectif, pour atteindre cet objectif? Donc, c'est vraiment éviter d'être dans une routine et une application bête et méchante de on fait toujours comme ça. Voilà. Prendre de la hauteur D'accord. et de la distance par rapport à la négociation. Ouais. Et tu m'avais mis aussi dans un mail une phrase, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu? Tu m'avais mis une expression qui commande ne négocie pas, qui négocie ne commande pas. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Alors là, c'est dans l'organisation, effectivement. Euh, un principe de négociation de crise est effectivement qui commande ne négocie pas et qui négocie ne commande pas. Ça veut dire que le négociateur est un outil d'aide à la résolution. Pourquoi le négociateur n'est pas le chef? Parce que son objectif, c'est être un intermédiaire et de devenir un facilitateur. Il doit devenir l'apporteur officiel de solutions. Si jamais il est décideur, la partie adverse en face, elle peut lui mettre schématiquement le couteau sous la gorge, le mettre dans une zone émotionnelle qui va lui faire perdre son objectivité et ses objectifs. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir des strates bien distinctes entre le négociateur et le décideur. Quelquefois, Donc ça, oui, ouais, quelquefois, enfin, en fait, là, je pense par exemple au commercial qui a un N+1 ou N+2, il peut à un moment donné dans la négociation dire cette décision ne m'appartient pas. Mais par contre, ça peut être moins évident pour peut-être les personnes qui sont leurs propres patrons, quoi. exactement. Donc, euh, sauf si j'ai une préparation extrêmement minutieuse en connaissant mes marges de manœuvre, où est ma ligne de rupture, qu'est-ce que je peux céder ou pas céder, d'accord? Mais si je sens que je suis dans une sphère émotionnelle importante, eh bien, je vais ajourner ma réponse. Je vais réserver ma réponse. C'est-à-dire que prendre le réflexe de prendre en compte la demande, éventuellement travailler ou commencer à donner des signes d'acceptation ou de non-acceptation, mais surtout ne pas donner d'accord à chaud ou de désaccord. Ça, c'est quelque chose d'important qui pourrait rompre la négociation. Éviter absolument de prendre des décisions sous le coup de l'émotion, parce que l'émotion neutralise la raison. D'accord, très intéressant. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas euh, donner des arguments rationnels à une personne qui est en colère ou qui est dans l'émotionnel. On ne peut pas s'entendre. Nous sommes sur deux registres de communication parallèles. Est-ce que Ok. s'il y a des gens qui ont déjà pris l'avion avec quelqu'un qui est phobique de l'avion,
lui donner les statistiques de mortalité d'un cycliste par rapport aux gens qui prennent l'avion, ça lui enlèvera pas sa peur. Au Ouais. contraire, il se sentira incompris. Et ça va augmenter son sentiment d'incompréhension, éventuellement de colère. Donc c'est vraiment éviter d'être moi-même dans une sphère émotionnelle importante pour prendre, pour négocier, d'accord. Et puis si je suis le décideur, eh bien prendre l'habitude de toujours euh, séparer la prise en compte de la demande et son acceptation. D'accord, bah écoute, c'est très intéressant tous ces conseils à appliquer. Donc, vous avez, on va dire, vous a introduit un peu le sujet de la négociation, mais j'imagine qu'on aurait pu faire plusieurs podcasts sur le sujet. Donc, on invitera, enfin, tu donneras en fin d'épisode tes coordonnées pour si les gens veulent en savoir plus et veulent travailler avec toi. Ce que je te propose, c'est de passer aux questions, aux dernières questions de l'épisode. Donc, il y a 4 questions que je pose à tous les invités. Ou à moins que tu aies encore quelque chose à ajouter sur la partie négociation. Alors non, parce qu'autrement je vais être trop bavard et l'épisode va être trop long et ça ne va pas aller. Les gens n'auront pas le temps de dédier autant de temps à l'épisode. D'accord. Alors, je demande à tous mes invités, est-ce qu'ils ont un contenu qui les inspire sur la... Alors, ça peut être sur la vente ou sur d'autres sujets, hein, mais est-ce que toi, tu as des contenus comme ça que tu pourrais conseiller aux auditeurs Alors en matière de livres, oui, je vais avoir du contenu. Le premier pour travailler justement sur son positionnement, sur l'évolution de sa personnalité. Là, nous sommes dans du développement personnel. Moi, ce livre m'a beaucoup apporté lors de ma transition professionnelle. Transition professionnelle de négociateur GIGN dans un milieu préservé, malgré tout, à entrepreneur. C'est Le Chevalier à l'armure rouillée, voilà, de Robert Fischer, qui se lit, qui est un opus métaphorique très court, mais qui mérite d'être lu régulièrement. Voilà. Ça, c'est dans la démarche du changement. Et puis ensuite, en matière de livres dédiés à la négociation, deux livres qui s'appellent Le pouvoir de négocier de François Deslivré et un autre de Jacques-Henri Paget, Le pouvoir de l'illusion. Voilà. Le premier, c'est l'analyse de la négociation au travers du prisme de l'analyse transactionnelle, hein, qui est un outil d'analyse sur les relations et le positionnement qui peut être intéressant. Et le deuxième, c'est un avocat qui est passionné de magie et qui explique comment il monte ses plaidoiries en s'aidant des techniques de magie pour détourner l'attention. Voilà. Et notamment un passage sur le pouvoir du silence qui est assez exceptionnel. Ben écoute, c'est intéressant parce que souvent les invités ont peur de citer des références qui ont déjà été citées plusieurs fois et en fait, à chaque fois, j'ai des nouveaux livres que je ne connaissais pas, donc je vous invite à aller chez votre libraire préféré. En plus, c'est bientôt les fêtes. Voilà. Ok, très bien. Merci Vincent pour ces références. Au niveau des routines ou des outils que tu utilises, toi, au quotidien pour être efficace, performant, est-ce que tu as des choses qui reviennent et dont tu peux nous parler? Alors, bon, j'ai pratiqué beaucoup de sport pour rentrer au GIGN, donc ça va être pour moi la pratique du sport, même si certaines semaines c'est assez compliqué avec les déplacements, être à l'hôtel, voilà, donc c'est malgré tout s'obliger à faire au moins une demi-heure de sport assez régulièrement tous les 2 jours. Et puis je me suis mis comme obligation de faire des séances de relaxation ou de respiration. Donc moi, j'utilise comme outil la cohérence cardiaque, qui est très simple d'utilisation. Maintenant, il y a des applications gratuites qui fonctionnent très très bien. Et on va dire contrairement à la méditation qui demande plus de discipline et puis de silence pour pouvoir le pratiquer, je peux me faire une séance de cohérence cardiaque dans l'avion, dans le TGV, dans le métro, avec mes écouteurs. Et ça, c'est pratiquer 10-15 minutes par jour. C'est vraiment un maintien de niveau de performance et de récupération très intéressant.
Donc cohérence cardiaque, c'est, en fait, tu essayes de t'aligner, d'écouter tes battements du cœur, c'est ça? Alors en fait, c'est un cycle de respiration. D'accord, Hem et donc, moi j'utilise, l'application Respirelax Plus, qui est une application gratuite et ce sont des cycles de respiration où c'est 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Vous faites ça d'accord, 10 minutes par jour en vous concentrant sur votre respiration. Ça vous permet, d'une part, physiologiquement, d'optimiser votre oxygénation. Hein, ça a une influence physiologique, mais surtout psychologiquement, ça vous oblige à vous déconnecter de toutes vos pensées et de tous les facteurs stressants possibles. Donc, soit c'est du préventif, 10-15 minutes par jour. Ça peut être en début de journée ou en milieu de journée aussi, hein, quand on ferme la porte du bureau juste après la pause déjeuner. Et ça peut être aussi en curatif, si on a eu un entretien difficile pour récupérer, ou alors c'est en prévision d'un entretien difficile, on sait que ça va mal se passer, ça va être tendu. Et bien pour gagner en lucidité, je peux me faire 5 minutes avant l'entretien. d'accord, 5 minutes, bah, écoute, je connaissais pas. C'est vrai que plusieurs fois, je me suis dit, «Il faudrait que je me mette à méditer», mais effectivement, je n'arrive pas à m'y mettre, en fait, hein. Hmm, Et peut-être que, finalement, ça peut être une première étape, voire, un substitut qui est intéressant, ouais. complètement. Le seul point, c'est faut prendre conscience que la respiration se fait ventralement. D'accord? C'est-à-dire que Ah oui, quand j'inspire, mon ventre gonfle. D'accord? Au contraire, habituellement, quand j'inspire de façon naturelle, c'est une respiration thoracique, c'est-à-dire que c'est mon torse qui monte. Voilà. Donc, voilà. C'est juste cette contrainte de maîtrise technique de la respiration ventrale. ouais, respirer par le ventre, c'est souvent ma mère qui me dit ça. Bah, écoute, très bien, pour les 2 dernières questions, alors, d'habitude, je demande aux invités de nous raconter une vente qui leur a appris quelque chose. Toi, tu voulais nous raconter une négociation, pour rester dans le thème, du jour. Alors vas-y, est-ce que tu te souviens d'une négociation qui t'a appris finalement quelque chose? Alors, effectivement, je vais vous raconter moi une négociation qui, euh, lors de ma reconversion, je suis mandaté ponctuellement pour réaliser des, des- des négociations. Et en l'occurrence, là, j'avais été mandaté pour trouver un accord lors d'une séparation à l'amiable, pour éviter des procès et des procédures au long cours. Et donc, j'avais eu un mandat par l'employeur ou le futur ex-employeur d'aller voir cet employé pour se séparer de lui avec bien sûr un accord financier. Et j'ai réalisé cette négociation avec toujours l'état d'esprit GIGN. Faut faire au mieux avec le moins de temps possible. Donc ça s'est réalisé en un appel téléphonique et une rencontre. Et au final, eh bien, ce client a cessé de travailler avec moi car ça avait été trop rapidement, l'accord avait été trouvé trop rapidement. D'accord. Donc, c'est malgré la satisfaction du, du client et l'atteinte des objectifs, hein, parce que j'ai été resté dans les objectifs, voire même j'étais arrivé à un objectif très intéressant pour lui, mais comme ça lui avait paru trop facile, et bien du coup, il s'est dit qu'il pouvait se passer de mes services. Donc, c'est dans cet accord et cette forme de négociation qu'il y a aussi avec le client, c'est toujours préserver l'ego de l'autre. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas conscience lorsque j'étais négociateur au GIGN, c'est-à-dire que apporter une solution trop rapide ou résoudre la situation trop rapidement, alors que l'autre n'a pas réussi depuis longtemps, eh bien, ça peut altérer ensuite la relation, ou ça peut perturber l'autre personne par rapport à son ego. Donc, toujours préserver l'ego de l'autre dans ce type de négociation. Ouais, finalement, c'est un conseil, aussi qu'on peut essayer de donner sur tout le long du cycle de vente, c'est, toujours essayer de se mettre à la place de la personne en face et effectivement, si elle te dit que ça fait des années qu'elle a ce problème et que tu lui dis: «Ah bah, c'est facile, j'ai la solution», elle peut mal le prendre, ouais. C'est ça. Ou alors si elle vient te chercher pour réaliser cela et que tu le fais trop rapidement, euh, elle peut mal le vivre. D'accord, très bien.
Ben écoute, merci pour ce Rex, pour le coup. Dernière question, si tu pouvais inviter quelqu'un sur ce podcast, alors tu peux m'en citer plusieurs hein, si tu veux, mais tu inviterais qui? Alors, je pourrais te proposer quelqu'un avec qui je travaille, qui n'est pas un vendeur, mais qui est un ancien acteur, et donc dans justement l'entraînement et la prise de parole et la congruence des idées et puis des personnes est très performant. Donc, je serais tenté de te conseiller Laurent Philibert, avec qui je travaille sur Ouais, Paris, hein, qui est vraiment un pédagogue hors pair pour amener les personnes à prendre la parole en public, et puis également dans ses conseils de congruence verbale et puis la construction du discours. Euh, c'est vrai que je travaille assez fréquemment avec lui pour justement donner d'autres outils aux commerciaux, en leur disant que très bien. la forme est importante et le fond est important aussi, les deux. Ben Donc, écoute, je suis en train de l'ajouter là sur LinkedIn. Je vais lui proposer, hein. voilà. Euh, voilà au niveau des quelque chose de différenciant, parce que j'ai vu que tu avais eu beaucoup de personnes avec, bien sûr, avec des parcours commerciaux importants. Et donc, ce serait, je pourrais te proposer cette personne-là. Écoute, très bien. Bah, l'invitation est lancée et peut-être que Laurent passera sur ce podcast dans quelques semaines. Écoute, merci beaucoup Vincent pour l'épisode. On a tenu le timing, tu vois, 45 minutes, c'est parfait. Si les auditeurs veulent te joindre, on peut te joindre comment? Alors sur LinkedIn, bien sûr, j'ai un profil, Vincent François. Alors j'ai beaucoup d'homonymes, mais si on met Vincent François GIGN, on me retrouve assez facilement. Et autrement, Ouais. sur mon site internet, semio-nego.fr, où là j'ai mes coordonnées et je suis assez facilement trouvé. Mais en tapant Google Vincent François GIGN, normalement on me retrouve assez facilement. Bah, parfait. Écoute Vincent, on te souhaite une bonne fin d'année puisqu'on enregistre cet épisode début décembre. Et je te dis du coup à très bientôt. Merci, bonne fin d'année à toi aussi et bonne fin d'année aux auditeurs également. Ouais, à bientôt Vincent, salut. Au revoir. Voilà, l'épisode est fini. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast afin de me faire remonter sur les classements. Allez consulter le site vive.fr pour voir nos outils d'enregistrement vidéo et de coaching autour de la vente à distance, vente à travers l'écran, vente par visio ou par téléphone. Ça peut vous intéresser dans l'augmentation des performances de votre équipe commerciale. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées de sujets, de podcasts ou si vous voulez passer dans le podcast pour parler de la vente.